Bonjour, je vous invite à suivre cette présentation qui concerne une description des relations qui existent entre le concept de symétrie d'un espace de phase quantique et des particules qu'on appelle les neutrinos stériles. Le texte de la présentation est en anglais, mais je donnerai les explications en français. Comme cela, la présentation sera abordable plus ou moins aussi bien pour quelqu'un qui sait lire l'anglais que pour quelqu'un qui parle le français. Commençons. Voici le plan que nous allons suivre. En premier lieu, on va commencer par une petite introduction. Après cela, on va aborder le concept d'espace de phase quantique. Ensuite, on va décrire explicitement ce qu'est un groupe de symétrie associé à un espace de phase quantique. Et en dernier lieu, nous apporterons l'analyse des relations qui existent entre les neutrinos stériles et le groupe de symétrie d'un espace de phase quantique. Nous allons montrer dans cette partie que l'existence d'un neutrino stérile peut être prédite avec l'utilisation d'une représentation spinorielle de groupe de symétrie d'un espace de phase quantique. En effet, cette représentation spinorielle va nous permettre va nous conduire à une nouvelle voie, à une nouvelle manière, une nouvelle approche de classifier les quarks et les leptons. C'est-à-dire, c'est vraiment une approche qui n'a jamais été encore considérée auparavant, mais qui permet d'avoir une nouvelle classification des quarks et des leptons à partir des symétries d'un espace de phase quantique, à partir des représentations du groupe correspondant à ces symétries. Et c'est cette représentation spinorielle qui va nous permettre de prédire l'existence de ces neutrinos stériles qui ne font pas partie du modèle standard de la physique des particules, mais dont l'existence est suggérée par beaucoup de théoriciens, mais aussi par des résultats expérimentaux. Mais notre approche, qui est une nouvelle manière de classifier les quarks et les leptons, va nous permettre aussi d'avoir cette prédiction de l'existence des neutrinos stériles. Continuons donc avec la section introduction. Le concept d'espace de phase quantique a été introduit récemment pour étendre la définition, le concept d'espace de phase de la physique classique vers la physique quantique. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, les neutrinos stériles, ce sont des particules hypothétiques qui sont considérés comme éventuellement importants pour l'étude et la compréhension d'une nouvelle physique au-delà du modèle standard actuel de la physique des particules. L'existence de ces neutrinos stériles sont à la fois suggérées par des prédictions théoriques, mais aussi par divers résultats expérimentaux. Et l'objectif de ce travail, comme il a été déjà discuté, c'est de décrire une relation explicite entre ce concept d'espace de phase quantique et ces particules qu'on appelle les neutrinos stériles. Comme j'ai dit précédemment, cette existence se fait à travers, cette relation se fait à travers l'existence la possibilité d'une prédiction de l'existence de ce neutrino stérile à partir de la représentation spinorielle du groupe de symétrie d'un espace de phase quantique. Parlons maintenant plus explicitement du concept d'espace de phase quantique. Alors, en physique classique, un espace de phase est défini comme étant l'ensemble des valeurs possibles simultanées des positions et impulsions qui sont associées à un système donné. Si le système a n degrés de liberté, nous avons donc n coordonnées et il correspond à ces n coordonnées n impulsions.
et l'ensemble des valeurs possibles de ces paires de coordonnées impulsion formera alors un espace topologique de dimension 2n. Il n'est pas aisé d'étendre facilement cette définition dans le cadre de la physique quantique à cause de l'existence des relations d'incertitude qui sont des conséquences de ce qu'on appelle les relations de commutation canonique entre les opérateurs position et impulsion. Ces relations de commutation canonique qui impliquent les relations d'incertitude ont pour conséquence que il y a une limite dans les précisions, il y a des limites dans les précisions avec lesquelles on peut connaître simultanément les valeurs des paires impulsion et coordonnées. Le produit des incertitudes concernant ces variables, ces valeurs, il est montré à travers les relations d'incertitude que le produit des incertitudes d'une paire coordonnée impulsion est toujours supérieur ou égal à h bar sur 2 avec h bar, la constante de Planck réduite. On peut considérer d'abord une généralisation relativiste des relations d'incertitude comme décrit dans les papiers répertoriés sur Arxiv qui correspondent aux références 1 et 2 qui sont citées ici. Les références Arxiv de ces documents sont données sur le bas de la page de cette présentation. Alors, c'est la généralisation relativiste des relations de commutation canonique. Nous avons ici P mu x nu égale P mu x nu moins x nu P mu égale IH bar en état mu nu. Donc le delta IJ, le Kronecker est remplacé dans le cadre de la généralisation relativiste par le état mu nu qui définit la métrique sur l'espace-temps considéré. Ce état mu nu là, il est égal à 1 si les indices mu et nu sont égaux et pour des valeurs de ces indices entre 0 et une valeur à n plus. Et le état mu nu, il est égal à moins 1 si les indices sont égaux et compris entre la valeur n plus 1 et n moins 1 avec n égale à n plus n moins. La signature de la métrique est alors notée n plus n moins. Donc, nous avons ici la généralisation relativiste des relations de commutation canonique. L'introduction du concept d'espace de phase quantique qui doit concerner à la fois les valeurs des impulsions et les valeurs des positions nécessite l'introduction d'états qui sont en quelque sorte des états quantiques conjoints, position, impulsion. Et ces états-là doivent être définis de manière à être compatibles avec les relations de commutation canonique et par conséquent avec les relations d'incertitude. Il a été montré dans les travaux sur Arxiv qui ont été cités tout à l'heure que ce type d'état peut être construit en considérant des fonctions d'onde de type gaussienne qui sont montrées ici. Les états en question sont notés Z et les fonctions de correspondance, ces états-là sont des fonctions de type gaussienne qui est donné ici. Il y a dans l'expression de ces états des paramètres P mu qui sont liés aux variances et covariances des impulsions. Notez P mu, la variance covariance des coordonnées, notez grand X I mu, et la variance covariance position impulsion, notez ici ρ mu. Donc le P mu est lié à ces variances covariances là. Puis dans l'exponentielle avec le P mu, nous allons les différences entre X mu et sa valeur moyenne, ainsi que X nu et sa valeur moyenne, ce qui fait que on a bien une fonction d'onde qui est de type gaussienne. Et le carré de cette fonction d'onde correspond aux probabilités de présence de la particule associée dans l'espace-temps. Et donc, c'est cette fonction d'onde-là qui permet de définir
ces états Z qui saturent les relations d'incertitude. C'est-à-dire que pour ces états-là, les inégalités dans les relations d'incertitude deviennent des égalités. Donc ce sont ces états qui correspondent au maximum possible de la détermination des valeurs simultanées, des positions et des impulsions, compte tenu des relations d'incertitude. On peut aussi montrer que ces états Z sont des états propres d'opérateurs notés ici ZAMU. Ces opérateurs ZAMU sont en quelque sorte des opérateurs impulsion complexes. Plus explicitement, la partie réelle de ces opérateurs, c'est égal aux impulsions PMU, un peu plus exactement impulsion inertie, PMU, puisqu'on est ici dans le cadre relativiste. Et les parties imaginaires de ces opérateurs ZAMU sont proportionnelles aux coordonnées d'espace-temps x mu avec le coefficient 2i sur h par p minu. P minu étant le paramètre qui était sur l'exponentielle dans la fonction d'onde et qui sont liés aux variances, covariances des positions et des impulsions. L'équation aux valeurs propres correspondant à ces opérateurs Z est aussi donnée ici. Les états propres sont les états Z, comme il a été déjà dit. Et les valeurs propres ne sont autres que les valeurs moyennes de ces opérateurs ZAMU dans les états Z. Ces valeurs moyennes ZAMU sont liées aux valeurs moyennes des impulsions et des coordonnées aussi. Une remarque plus ou moins importante est que les opérateurs PMU et leurs états propres P peuvent être considérés comme étant des limites asymptotiques des opérateurs ZAMU et de leurs états propres Z lorsque les variances de l'impulsion tendent vers 0. Donc, les ZAMU peuvent être considérés comme une sorte de généralisation complexe de ces impulsions PMU qui sont finalement des sortes de limites asymptotiques des ZAMU lorsque les variances tendent vers 0. Variance, covariance tend vers 0. Étant donné les résultats précédents, nous pouvons maintenant définir le concept d'espace de phase quantique. Alors, un espace de phase quantique est défini comme étant l'ensemble des valeurs possibles des valeurs moyennes des opérateurs ZAMU dans les états Z, c'est-à-dire aussi l'ensemble des valeurs possibles de leurs valeurs propres. Cet ensemble est équivalent à l'ensemble des valeurs moyennes des opérateurs position-impulsion pour une valeur donnée de la matrice variance-covariance des positions-impulsions. Donc l'espace de phase quantique, la structure d'un espace de phase quantique dépend de la valeur de cette matrice de variance-covariance. Et donc, un espace de phase quantique peut être vu comme l'ensemble des valeurs moyennes des positions et des impulsions pour des valeurs données de leur variance-covariance. Et on peut voir que cet espace de phase quantique possède comme limite asymptotique l'espace de phase classique lorsque la matrice variance-covariance devient égale à une matrice nulle. Donc, dans ce cadre, dans cette vision, l'espace de phase quantique généralise le concept d'espace de phase classique. Pour l'espace de phase quantique, les variances-covariances sont différentes de zéro, comme il est exigé par les relations d'incertitude. Maintenant, cette matrice variance-covariance peut être factorisée. Il y a une relation ici qui montre cette factorisation. Donc, cette matrice est une matrice de n fois 2n, puisque les matrices grand P et grand X sont des matrices n fois n, ainsi que la matrice ρ et sa transposée ρt. Donc, cette factorisation de matrice variance-covariance à position impulsion est donnée ici avec l'introduction de matrices n fois n, grand A, grand B, et petit a, petit b, petit c ici. Et la matrice 2n fois 2n formée avec ces matrices ABC peuvent être vues comme étant une sorte de matrice écart-type.
ou matrice d'incertitude. Et chacun de ces matrices ABC obéissent à diverses relations. Par exemple, le produit de A et B est égal à la moitié de la matrice identité. La transposée de A est égale au produit état en état, avec un état la quantité correspondant à la métrique de l'espace-temps considéré. Donc, il y a d'autres propriétés de ces matrices aussi que nous voyons ici. Parlons maintenant du groupe de symétrie qu'on peut associer à un espace de phase quantique. La symétrie naturelle qui est associée à un espace de phase quantique correspond à la symétrie qui peut être définie avec ce qu'on appelle les transformations canoniques linéaires. Ces transformations canoniques linéaires peuvent être définies dans le cadre de la physique quantique relativiste que nous considérons ici comme étant les transformations linéaires mélangeant les opérateurs impulsion et coordonnées et qui laissent covariantes les relations de commutation canonique. Donc on peut considérer que les P mu et X nu sont les opérateurs impulsion et coordonnées pour un certain observateur, et puis les P' mu et X' nu sont les opérateurs impulsion et coordonnées pour un second observateur. Donc chacun de ces couples d'opérateurs doit vérifier les relations de commutation canonique et les deux observateurs seront donc liés par une transformation canonique linéaire. Donc ici, la transformation canonique linéaire correspond à un changement peut être associé à un changement de référentiel, les deux référentiels correspondant à deux observateurs différents avec des opérateurs impulsion et position différents, mais les opérateurs des deux observateurs seront liés par une transformation canonique linéaire. Donc on voit ici qu'il y a un mélange entre impulsion et position. Donc on est bien dans le cadre du concept d'un espace de phase ici. On peut montrer que pour avoir ces relations-là, ces transformations canoniques-là, pour que ça conserve les relations de commutation canonique, les matrices qui correspondent aux coefficients A menu, B menu, C menu et T menu doivent vérifier une relation qui est donnée vers le bas de la page. Ces relations-là, c'est la transposée de la matrice multipliée par la matrice avec les nétas. Et puis la matrice elle-même doit être égale à la matrice 0 neta moins neta 0. On peut lire sur l'affichage qui est ici. Donc cette relation-là, avec ABCD des matrices n fois n, et la matrice totale ABCD, donc une matrice 2n fois 2n. Cette relation vérifiée par ces matrices signifie que ces matrices sont des éléments d'un groupe symplectique qui est ici SP 2n plus 2n moins. Donc l'ensemble des transformations canoniques linéaires qui permet de décrire la symétrie dans l'espace des phases quantiques. L'ensemble de ces transformations est isomorphe à un groupe symplectique noté ici SP2n plus 2n moins. Pour y voir plus clair, nous pouvons considérer des exemples de cas particuliers de transformation canonique linéaire notés qu'on nomme ici LCTs. Donc dans le cas où la matrice B et la matrice P et la matrice C sont nulles, la définition de transformation canonique linéaire devient ce que nous avons ici, avec la matrice A qui vérifie AT neta A égale la neta. Donc, cette relation signifie que la matrice A, la matrice n fois na est un élément de groupe orthogonal au n plus au n moins. Donc, ça correspond à une transformation orthogonale. Pour n plus égale à 1 et n moins égale à 3, c'est-à-dire pour la signature 1, 3, ce groupe orthogonal correspond au groupe général de Lorentz. Donc, c'est-à-dire le groupe de symétrie de la théorie de la relativité restreinte. Puis, nous pouvons avoir une autre possibilité, un autre exemple.
lorsque n plus égale 1 et n moins égale 4, on peut avoir une liaison avec ce qu'on appelle la relativité restreinte de De Sitter, qui est une relativité avec un groupe de symétrie SAO1,4. Et cette relativité de De Sitter, elle peut être associée à ce qu'on appelle un univers de De Sitter, qui est un vide avec une constante cosmologique qui est positive. C'est le modèle d'univers qui correspond le mieux aux observations astronomiques actuelles. Donc le vide possède une constante cosmologique positive. Donc un univers avec un vide constante cosmologique positive, ça correspondrait plus ou moins à un espace de De Sitter avec un groupe de symétrie qui est SAO1,4. Donc pour un espace de Minkowski, pour un espace-temps de type Minkowski, la constante cosmologique serait nulle, mais c'est-à-dire si l'univers est asymptotiquement égal à un espace de Minkowski, si on enlève la matière, puisque la matière coupe aussi l'espace-temps, hein. Mais si on ne tient pas compte des effets de la matière, un univers avec un vide de constante cosmologique nulle serait un univers de type Minkowski. Mais si la constante cosmologique est positive, on a un univers de De Sitter. Il apparaît que l'univers réel s'approche plutôt d'un univers de De Sitter. Donc la signature à 1,4 est plus intéressante que la signature à 1,3 dans ce cas. Et on va voir que c'est cette signature 1,4 aussi, hein, qui va nous permettre d'avoir la liaison explicite entre les neutrinos stériles et la symétrie d'un espace de phase quantique. C'est cette signature-là qui sera utilisée pour établir la classification des quarks et des leptons, qui va nous permettre de prédire l'existence des neutrinos stériles. Un autre cas intéressant de transformation canonique linéaire, un cas particulier intéressant, qui correspond au cas où la matrice A égale 0 et la matrice D égale 0 est considéré ici. Ce type de transformation, on voit qu'il transforme les opérateurs coordonnés en opérateurs impulsion et inversement. Et on peut montrer que ces transformations sont équivalentes à des transformations intégrales, c'est-à-dire que lorsqu'on va sur l'espace des fonctions d'onde, ces transformations sont représentées par des transformations intégrales qui correspondent à des généralisations multidimensionnelles des transformés de Fourier. Ou d'une manière plus générale, on peut montrer que les transformations canoniques linéaires en général, et c'est connu dans le cadre de la théorie des signaux, et en optique, que les transformations canoniques linéaires correspondent à des généralisations des transformés de Fourier et des transformés de Fourier fractionnaires. Donc, les transformations canoniques linéaires permettent en quelque sorte d'avoir une sorte de mélange entre espace-temps et énergie-impulsion, puisque dans ce cadre, on a transformation de l'espace-temps en énergie-impulsion et vice-versa. Et donc, on obtient un concept plus général que le concept d'espace-temps. On a le concept d'espace de phase, qui est à la fois un espace-temps, énergie et impulsion. En même temps, les transformations dans cet espace de phase sont plus riches du point de vue physique et du point de vue possibilité que les transformations uniquement entre l'espace et le temps. Donc, il est naturel, dans un certain sens, de penser que c'est le concept d'espace de phase qui doit être le cadre pour la formulation, pour une bonne formulation d'un physique quantique relativiste qui permettra d'apporter les divers problèmes qui sont encore, les questions ouvertes qui sont encore ouvertes qui sont encore en cours d'être résolues actuellement.
Comme nous avons vu tout à l'heure, dans l'espace des fonctions d'onde, on peut montrer que les transformations canoniques linéaires sont équivalentes à des transformations intégrales qui généralisent les transformés de Fourier, les transformés de Fourier fractionnaires, entre autres. Ce cas est connu dans la théorie des signaux et dans l'optique aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, les transformations canoniques linéaires sont connues pour être des transformations intégrales. Et là, on peut montrer que ces transformations-là laissent covariants les fonctions d'onde qui sont à la base de la définition de l'espace des phases quantiques que nous avons dit tout à l'heure, que nous avons vu tout à l'heure. C'est-à-dire les fonctions d'onde qui correspondent aux états Z. Lorsqu'on leur applique les transformations canoniques linéaires, leur forme générale reste covariante. Les P minus se changent en des paramètres P' mu, bien sûr, et les coordonnées X mu se changent en X' mu, les P mu se changent en P' mu, puisque, comme nous avons dit tout à l'heure, la transformation canonique linéaire correspond à une transformation de référentiel, mais la forme générale d'une fonction d'onde reste covariante pour les deux observateurs pour ces états Z-là. Ce n'est pas vrai pour d'autres états, hein. Les fonctions d'onde pour d'autres états, ça peut changer, mais c'est uniquement les fonctions d'onde correspondant aux états Z qui restent covariantes. C'est pour ça que ces fonctions d'onde sont bien celles qui correspondent à une bonne définition de l'espace des phases quantiques avec la symétrie correspondant aux transformations canoniques linéaires. On peut aussi vérifier que, que les opérateurs ZAMU et leurs transformés suivant un LCT ZAMU' possèdent les mêmes états propres qui ne sont autres que ces états Z. Donc ils ont des valeurs propres différentes. Le premier ZAMU moyenne et l'autre c'est Z'Mu moyenne. Mais ils ont les mêmes états propres qui sont les Z, c'est-à-dire les états qui sont à la base de la définition du concept d'espace des phases quantiques. On peut remarquer que dans le cadre d'une théorie avec une groupe de symétrie qui est le groupe de points carrés par exemple, les fonctions d'onde qui sont covariants via la transformation de points carrés sont ceux qui correspondent aux ondes planes. Mais dans le cadre d'une théorie avec un espace de phase quantique que nous considérons ici, les fonctions d'onde qui sont covariantes sont ces fonctions gaussiennes-là, qui sont plus générales que les ondes planes, puisqu'il inclut donc le concept d'espace de phase quantique. Donc le groupe de points carrés peut être vu comme simplement une sorte de cas particulier de transformation. Alors que le cas de l'espace des phases, la symétrie avec l'espace phase quantique est un cas plus général, et puisque ces fonctions d'onde gaussiennes là sont plus générales que ceux des ondes planes. Donc encore, il peut être attendu que le concept d'espace des phases quantiques permettra d'apporter beaucoup de problèmes. En particulier, ces fonctions de quotient-là, ce sont des fonctions normalisables, qui sont des fonctions de carré intégrables, puisque leur intégrale est régularisée parce que ce sont des fonctions quotients, alors que les fonctions correspondant aux ondes planes ne sont pas vraiment rigoureusement normalisables, comme on le sait. Pour les lois de transformation des valeurs moyennes des coordonnées des impulsions, qui sont ici représentées par des matrices lignes, c'est-à-dire des matrices avec une ligne et deux n colonnes, Px d'un côté, P'X de l'autre côté. Leur loi de transformation s'obtient de la même manière que les lois de transformation des opérateurs eux-mêmes, puisque la matrice ABCD, c'est celle qui définit la transformation canonique linéaire, comme nous avons vu tout à l'heure. Et en ce qui concerne les variances-covariances, il faut à la fois la matrice définissant le LCT ainsi que sa transposée pour avoir cette loi de transformation des variances-covariances. Puis, maintenant, nous introduisons
des opérateurs qu'on appelle l'opérateur réduit, opérateur impulsion réduit et opérateur coordonné réduit. Ces opérateurs-là sont équivalents à ce qu'on appelle les variables centrées réduites dans le cadre de la loi normale en probabilité statistique. En fait, la quantité avec laquelle ils sont multipliés, c'est le A moins CB, la matrice A moins CB. C'est en fait la matrice inverse, c'est en quelque sorte la matrice inverse des matrices des quarts types qu'on avait obtenues en factorisant la matrice de variance-covariance. Donc les opérateurs P bar X apparaissent ici, c'est en quelque sorte des opérateurs à centrée réduite. Et l'intérêt de ces opérateurs, d'une part, c'est ils permettent de définir des opérateurs que nous mettons ici Z mu et Z mu par Thacker, les conjugués hermétiques de Z mu. Et on peut vérifier que ces opérateurs Z par mu, ce sont des opérateurs d'échelle, c'est-à-dire qu'ils obéissent à des relations de commutation qui sont caractéristiques de ce qu'on appelle des opérateurs d'échelle, c'est-à-dire analogues aux opérateurs de création et d'annihilation rencontrés dans la théorie des oscillateurs harmoniques. L'intérêt de l'introduction des opérateurs d'échelle que nous avons définis tout à l'heure, c'est qu'ils permettent d'exprimer, on peut exprimer à l'aide de ces opérateurs l'expression d'un opérateur quadratique qui est invariant sous l'action du groupe symplectique, c'est-à-dire du groupe des LCT. Donc cet opérateur quadratique invariant est donné par l'expression qui est ici. Donc c'est une polynôme de degré 2 avec les opérateurs Z mu plus et Z mu, le delta mu nu étant le Sommel de Kronecker. Donc n c'est égal à la somme des produits des opérateurs du couple d'opérateurs de Shell, Z mu plus et le Z mu bar plus et Z mu bar. Et cet opérateur Aleph plutôt, ici ça ressemble à n, mais c'est le lettre grecque Aleph. Donc cet opérateur quadratique Aleph là, on peut vérifier que il est invariant sous l'action du groupe des transformations canoniques linéaires. Et cet opérateur-là est vraiment analogue à ce qu'on appelle l'opérateur en nombre dans le cadre de la théorie des oscillateurs harmoniques linéaires. L'état qui correspondant à la valeur propre 0 pour cet opérateur quadratique Aleph, ce sont les états Z qui correspondent aux définitions de l'espace des phases quantiques que nous avons considéré tout à l'heure. Et les autres états propres de cet opérateur, donc le Z, l'état Z, il est analogue à l'état fondamental d'un oscillateur harmonique. Et puis les autres états propres de cet opérateur Aleph, qui sont analogues aux états excités d'un oscillateur harmonique. Ces états que nous notons ici NZ, avec N, l'ensemble désigne l'ensemble de N entier positif, N0, N1 jusqu'à N grand N-1. Donc ces états NZ là peuvent être déduits des états Z eux-mêmes par application des opérateurs Z par mi plus qui sont en quelque sorte des opérateurs à création. Donc ici, dans ces relations-là, on a vraiment une analogue de ce qu'on a dans la théorie d'un oscillateur harmonique linéaire. Considérons maintenant le concept de représentation orthogonale des transformations canoniques linéaires. L'utilité de ce concept, c'est que il va nous permettre d'avoir le concept de représentation spinorielle de cette transformation qui, comme nous avons dit au début, est nécessaire pour avoir la nouvelle manière de classifier les quarks et les leptons qui va permettre la prédiction de l'existence des neutrinos stériles. Donc cette représentation orthogonale, il peut être faite en définissant un homomorphisme de groupe petit f entre le groupe des LCT, le SP2Na plus 2Na moins, ou
que nous notons aussi le groupe T, vers un autre groupe que nous notons grand G. Et ce groupe grand G-là, c'est égal à l'intersection entre le groupe T et le groupe SAO0 2N plus 2N moins, qui est la composante de l'identité. Plus exactement, c'est SAO0 2N plus 2N moins. C'est la composante connexe de l'identité pour le groupe SAO2N plus 2N moins. Donc, c'est un sous-groupe connexe du groupe SAO2N plus 2N moins qui contient l'identité. Donc, l'homomorphisme de groupe F définit une application, c'est une application surjective entre les LCT et ce groupe spécial orthogonal, et ça définit donc une représentation orthogonale des transformations canoniques linéaires. Il faut aussi remarquer que le groupe G, qu'on définit ici, qui est l'intersection d'un groupe simple elliptique et le groupe orthogonal en question, c'est aussi isomorphe à un groupe unitaire, le UN plus UN moins. Mais on peut encore remarquer que cette représentation spéciale, en fait, ça correspond à la loi de transformation des opérateurs réduits P mu par et X mu par que nous avons considéré tout à l'heure. D'une manière simplifiée, le groupe symplectique correspond à la définition initiale des LCT, c'est-à-dire la loi de transformation des opérateurs coordonnées, impulsion, énergie. Mais la représentation dite spéciale orthogonale, ça correspond à la loi de transformation des opérateurs réduits P mu et X mu, comme dit tout à l'heure. Et la matrice qui correspond à la loi de transformation des opérateurs réduites là, c'est noté dans cet affichage, c'est la matrice 2n fois 2n, pi, grand pi, moins grand θ, θ et grand pi. Donc qui est noté aussi petit g ici. C'est un élément du groupe grand G. Et c'est cette matrice-là qui définit les lois de transformation des opérateurs réduites considérées tout à l'heure. Et cette matrice-là, c'est une matrice spéciale orthogonale, donc élément de SAO0 2N plus 2N moins. Donc ça correspond à la représentation spéciale orthogonale des transformations canoniques linéaires. Mais compte tenu de l'existence de cette représentation spéciale orthogonale, on peut déduire ce qu'on appelle la représentation spinorielle des transformations canoniques linéaires. Donc, en effet, le recouvrement universel du groupe grand G, c'est un groupe grand S qui est un sous-groupe du groupe spin 2N plus 2N moins. Et on peut définir donc une application surjective du groupe S vers le groupe G. Cette application était U qui associe un élément petit g du groupe grand G à un élément S du groupe S, qui est noté ici en S italique. Le groupe S lui-même étant noté en S avec une notation qui est la même que grand G ici, un grand S. Et cette application-là, il associe à un élément G du groupe grand G, un élément S du groupe grand S. Et on a la loi de transformation des opérateurs réduits qui est définie avec l'élément petit g de grand G. Et on définit un opérateur que nous notons ici, Z double à part. Et cet opérateur Z là, c'est défini en utilisant les générateurs de l'algèbre de Clifford, CL 2N plus 2N moins. Ces générateurs-là sont notés alpha mu et bêta mu. Ils vérifient les relations d'anticommutation caractéristiques
qui est donné sur le bas de l'affichage. Étant menu étant la quantité liée à la métrique qui a été vue tout à l'heure. Donc, qui correspond aux signatures considérées. Et ces alpha mu, alpha nu là sont les générateurs de l'algèbre de Clifford. Donc, et les p mu bar et les x mu bar sont les, comment dire ça, les opérateurs réduits impulsion et coordonnées. Donc, l'opérateur Z à part ici, c'est défini à partir de ces quatre opérateurs-là. Et la loi de c'est la loi de transformation de cet opérateur Z à part qui définit ce que nous appelons la représentation spinorielle. Puisque la loi de transformation de ce Z à part-là, il se fait avec l'élément grand S du groupe grand S, qui est un sous-groupe d'un groupe spin. Donc c'est cet opérateur Z à part là c'est sa loi de transformation qui correspond à ce que nous appelons la représentation spinorielle des transformations canoniques linéaires. Maintenant, nous pouvons aussi définir ce qu'on appelle un opérateur quadratique invariant associé avec la représentation spinorielle qui a été considérée tout à l'heure. Donc, cet opérateur invariant, qui est noté ici sigma, peut être exprimé comme étant une polynôme quadratique d'opérateurs que nous notons ici zeta mu plus et zeta mu. Zeta mu plus étant le conjugué hermétique de zeta mu. Et ces zeta mu là, ils sont construits à partir des générateurs de l'algèbre de Clifford, alpha mu et bêta mu. Zeta mu c'est égal à 1 demi de alpha mu plus i bêta mu. Et zeta mu plus, zeta mu daguerre, c'est égal à 1 demi de alpha mu plus moins i bêta mu plus. Et ces zeta mu et zeta mu plus là, ils ont les propriétés des opérateurs d'échelle fermionique, c'est-à-dire ils obéissent à des relations d'anticommutation. Donc c'est un peu comme des opérateurs d'annihilation et de création de type fermionique. Les relations de commutation, d'anticommutation ici, on peut les déduire des relations d'anticommutation des générateurs d'algèbre de Clifford, alpha mu et bêta mu, qui sont à la base des définitions de ces opérateurs zeta mu et zeta mu plus. Donc le sigma, c'est un polynôme de degré 2 de ces opérateurs zeta mu et zeta mu plus. Et le zeta mu nu, plutôt le sigma mu nu égale à zeta mu plus multiplié par zeta nu. Donc le sigma, c'est la somme de tous ces zeta mu plus et zeta nu. Donc sigma, nous pouvons l'appeler opérateur quadratique invariant fermionique. Mais tout à l'heure, nous avons vu aussi qu'il y avait déjà un autre opérateur invariant qui était défini avec des opérateurs d'échelle caractérisés par des relations de commutation. Et cet opérateur-là, nous l'avons noté à LF. Et le LF, nous pouvons le nommer opérateur quadratique invariant bosonique. Et le sigma, l'opérateur quadratique invariant fermionique. Maintenant, si nous prenons l'opérateur Z à part tout à l'heure, et si nous le mettons au carré, l'opérateur Z à part, c'est celle qui a permis de définir la représentation spinorielle des transformations canoniques linéaires. Donc si nous mettons au carré cet opérateur Z à part là, on peut montrer que son carré est égal à la somme des opérateurs aleph et sigma. Donc le carré de cet opérateur Z à part là, nous pouvons l'appeler par exemple l'opérateur invariant quadratique mixte, puisque c'est la somme des deux opérateurs quadratiques invariants aleph et sigma. Donc au total, nous pouvons considérer trois opérateurs quadratiques invariants. L'opérateur quadratique invariant aleph, l'opérateur quadratique invariant sigma, et puis l'opérateur quadratique invariant z par au carré qui est égal à la somme d'aleph et sigma. Et ces trois opérateurs-là, ils ont les mêmes états propres que nous notons NF Z moyenne. Donc ces opérateurs
ces états propres communs-là, ils sont définis par les nombres, par le n. En fait, n est un ensemble de n, des n mu qui varient entre 0 et grand n moins 1, grand n étant le nombre de coordonnées, c'est-à-dire mu varie entre 0 et grand n, c'est la dimension de l'espace-temps qui est considérée. Et le petit n ici, donc c'est un ensemble de grand n entiers positifs. Le petit f, quant à lui, qui se réfère aux valeurs propres de l'opérateur sigma, c'est un ensemble de nombres f mu qui peuvent prendre uniquement les valeurs 0 et 1. Donc petit n, c'est un ensemble de nombres entiers positifs à n mu. Et le petit f, c'est un ensemble de nombres qui peuvent prendre uniquement, des nombres f mu qui peuvent prendre uniquement les valeurs 0 et 1, puisque les f mu c'est associé à des opérateurs d'échelle fermionique, et le n mu c'est associé à des opérateurs d'échelle de type bosonique. On peut alors montrer que les valeurs propres de l'opérateur LF, c'est égal à la somme de tous les n mu, que nous notons ici à n avec des barres du côté gauche et du côté droit. Donc c'est la somme de tous les n mu. Et les valeurs propres de l'opérateur sigma, c'est la somme de tous les f mu aussi, c'est-à-dire f0 plus f1 jusqu'à fn moins 1. Et puis, comme l'opérateur z bar au carré, l'opérateur invariant quadratique mixte est égal à la somme de aleph et de sigma. Ces valeurs propres sont égales à la somme des valeurs propres de aleph et de sigma, comme nous voyons ici. Afin de pouvoir expliquer les relations entre les neutrinos stériles et l'espace de phase quantique, parlons d'abord de ces neutrinos stériles-là et des contextes dans lesquels ils sont considérés actuellement. Donc, les neutrinos stériles sont des neutrinos. Les neutrinos, ce sont des particules dont l'existence a été postulée par Pauli en 1930 pour satisfaire les lois de conservation dans les radioactivités bêta, c'est-à-dire dans les désintégrations bêta, et entre autres la conservation de l'énergie. Donc, quand Pauli a postulé ces particules-là, c'était des particules qui sont électriquement neutres, donc qui étaient assez difficiles à détecter. Les neutrinos électroniques, qui fait partie de l'un des trois types de neutrinos, n'ont été découverts que vers 1956. Puis un autre type de neutrino a été découvert en 1962, le neutrino myonique. Et finalement, en 2000, on a découvert le troisième type de neutrino, qui est le neutrino Newton. Il y a donc au total ce qu'on appelle trois saveurs de neutrinos, qui sont NUE, NUMU et NUTO. Comme j'ai dit tout à l'heure, les neutrinos n'ont pas de charge électrique. Et dans le cadre du modèle standard de la physique des particules, on suppose aussi que les neutrinos n'ont pas de masse. Mais il a été prouvé après que ces neutrinos-là doivent avoir des masses, c'est-à-dire des masses non nulles, pour expliquer ce qu'on appelle le phénomène d'oscillation des neutrinos. Ce phénomène d'oscillation des neutrinos correspond au fait que un neutrino électronique, lorsqu'il se propage, peut à un certain moment se transformer en un neutrino myonique ou encore en un neutrino tonique. Donc, lorsqu'un neutrino se propage, sa saveur oscille avec le temps. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'oscillation des neutrinos. Et pour expliquer ce phénomène, on a montré qu'il faut admettre que les neutrinos doivent avoir des masses. Et, et ce fait-là est lié d'ailleurs au prix Nobel de physique de 2015. Puis, pour expliquer, pour décrire ce phénomène d'oscillation,
on doit introduire ce qu'on appelle la matrice de mélange des neutrinos, qu'on appelle la matrice PMNS pour Pontecorvo, Makina, Kagawa, Sakata. Donc, cette matrice-là, il correspond à l'expression des neutrinos avec un saveur défini, comme combinaison linéaire, comme superposition de neutrinos avec une masse définie. Donc, les neutrinos avec un saveur défini, sa masse n'est pas définie, mais il peut être considéré comme combinaison linéaire de neutrinos avec des masses définies, c'est-à-dire des états propres de masse. Il est la matrice qui lie les états propres de saveur avec les états propres de masse. C'est ce qu'on appelle la matrice PMNS. Et cette matrice-là entre donc dans la description des phénomènes d'oscillation des saveurs de neutrinos. Dans le modèle standard de la physique des particules, qui est une théorie quantique des champs, la plupart des particules sont décrites avec des champs quantiques qui peut être considéré comme combinaison de chiralités, une chiralité gauche et une chiralité droite. Mais les neutrinos sont une exception puisque les champs des neutrinos dans le modèle standard sont uniquement des champs de chiralité gauche. Et la spécificité des champs de chiralité gauche, c'est que ce sont ces champs de chiralité gauche-là qui sont sensibles aux interactions nucléaires faibles. Et pour décrire les interactions nucléaires faibles, à chaque neutrino, il est associé un lepton chargé. Donc, au neutrino électronique, il est associé l'électron. Au neutrino muonique, il est associé le muon, et le neutrino tonique est associé le tau, le taon. Donc, mais ce sont les parties gauches des champs de ces particules qui sont associées en doublé, qui sont les doublés correspondant au groupe SAU2 de l'interaction électrofaible, c'est-à-dire qu'on note SAU2L pour left en anglais. Donc, les neutrinos, ils ont uniquement des parties gauches qui sont associées comme doublés aux parties gauches d'un lepton chargé. Mais les neutrinos n'ont pas de partie droite, donc il n'existe pas de neutrinos droitiers dans le modèle standard. Et les leptons chargés, les parties droitiers de ces leptons chargés-là, ils vont donc en singulé, qu'on appelle des singulés du groupe U1 hypercharge. Le Y, c'est l'hypercharge faible. Donc, c'est les parties droitiers des leptons chargés, ce sont des singulés, alors que leur partie gaucher est couplée avec des neutrons gauchers. Et ce qu'on appelle alors des neutrinos stériles, ce sont les neutrinos droitiers qui n'existent donc pas dans le cadre du modèle standard. Mais pour expliquer les masses de neutrinos, entre autres, on peut supposer l'existence de ces neutrinos droitiers. Et la charge de ces neutrinos droitiers dans le modèle standard, donc le charge d'isospin faible, le charge d'hypercharge faible et le charge électrique, ainsi que les charges de couleur qui correspondent aux interactions nucléaires fortes, ils sont toutes nulles. C'est pour ça qu'on appelle ces neutrinos droitiers des neutrinos stériles, puisqu'ils ne sont pas sensibles à l'interaction faible, électrofaible, et aux interactions fortes, qui sont les interactions décrites par le modèle standard de la physique des particules. Mais l'existence de ces neutrinos stériles-là, ils ont été suggérés pour aborder les divers problèmes liés à la physique des neutrinos, comme par exemple, comme il a été dit tout à l'heure, pour expliquer l'existence des masses des neutrinos, et donc pour expliquer aussi les oscillations des neutrinos. Et puis, on a remarqué qu'il y avait des anomalies dans les phénomènes d'oscillation des neutrinos, et il a été considéré que ces anomalies-là
ne pouvait s'expliquer éventuellement que si on ne considère l'existence des neutrinos stériles. Ces anomalies ont été par exemple vues dans l'expérience LSND et l'expérience mini-Bonnet qui est décrit dans le référence arxive qui est donné ici par exemple. D'autres problèmes plus ou moins liés à la physique des neutrinos, c'est aussi le problème de la symétrie matière-antimatière qui est très connu en cosmologie. Et puis le problème de la matière noire. Certains chercheurs pensent que les neutrinos stériles pourraient être des bons candidats pour expliquer la matière noire. Venons-en maintenant à la description de la relation entre l'espace des phases quantiques et les neutrinos stériles, qui est l'objet principal de cette présentation. Alors, pour établir cette relation, on considère en fait les transformations canoniques linéaires qui est liée à la signature 1,4. Donc, n a plus égale à 1 et n a moins égale à 4. Et le groupe symplectique correspondant est donc le groupe symplectique SP28. Et on peut montrer, nous allons voir que la représentation spinorielle de cette groupe permet d'avoir une nouvelle manière, une nouvelle méthode, une nouvelle façon de classer les quarks et les fermions en particulier, donc ceux contenus dans le modèle standard de la physique des particules. Et pour établir cette classification, on peut établir des relations entre les opérateurs correspondant aux charges des particules dans le modèle standard et les opérateurs correspondant aux représentations spinorielles des transformations canoniques linéaires. Donc, on considère les opérateurs sigma mu nu qui est égal à sigma mu plus sigma nu. Les sigma mu plus et les sigma nu étant les opérateurs d'échelle de type fermionique que nous avons considérés lors de la définition de la représentation spinorielle des transformations canoniques linéaires. Ces opérateurs-là sont directement liés au générateur de l'algèbre de Clifford, qui est maintenant donc l'algèbre CL de 8, dans le cas de signature que nous considérons ici. Donc ces opérateurs-là, ils sont directement liés aux représentations spinorielles que nous avons décrites tout à l'heure. Et au total, donc, nous pouvons avoir 5 opérateurs sigma mu mu pour mu égale à nu. Donc, il y a le sigma 0, 0, il y a le sigma 1, le sigma 2, 2, le sigma 3, 3 et le sigma 4, 4, puisque nous avons ici donc 5 valeurs possibles pour mu et nu, 0 à 4. Et on peut montrer que on peut associer des opérateurs aux charges des particules du modèle standard. Le I3, ça correspond à l'isospin faible. Le YW, c'est l'hypercharge faible. Et le Q, c'est la charge électrique. Donc I3 peut être lié comme à la somme de sigma 0, 0 et sigma 4, 4 comme il est montré ici. YW peut être exprimé en fonction de sigma 0, 0, de sigma 1, de sigma 2, 2, de sigma 3, 3 et de sigma 4, 4. Et Q, qui est aussi égal à la somme de I3 et YW sur 2. Il peut s'exprimer avec de sigma 0, 0, sigma 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3. Et si on cherche alors les valeurs propres de sigma mu mu, c'est uniquement 0 ou 1, comme on a vu tout à l'heure. Mais si on considère ces expressions et si on met dans un tableau les valeurs possibles de toutes ces valeurs propres de ces opérateurs, alors on peut avoir ce que nous avons appelé une nouvelle façon de classifier les quarks et les fermions et qui va nous permettre d'avoir la prédiction de l'existence des neutrinos stériles.
Voici le tableau dont nous avons parlé. Donc, le FA0 correspond aux valeurs possibles des valeurs propres de sigma 00. Le F1 aux valeurs possibles des valeurs propres de sigma 1. Le sigma 22 aux valeurs possibles des valeurs propres de... Le F2 correspond aux valeurs possibles des valeurs propres de sigma 22. F3 aux valeurs propres de sigma 33 et F4 aux valeurs de sigma 44. Plus le F avec double part à gauche à droite, ça correspond aux sommes de ces valeurs-là. Donc si on fait les valeurs propres de l'opérateur sigma, qui est l'opérateur quadratique invariant, la ligne I3 correspond aux valeurs possibles des valeurs propres de l'isospin faible. La ligne, la colonne, plus exactement la colonne I3, la colonne YW correspond aux valeurs possibles de l'hypercharge faible. Et puis la colonne Q, ça correspond aux charges électriques. Donc si on considère toutes les combinaisons de ces valeurs possibles, on peut avoir les états de toutes les quarks et les leptons, ainsi que y compris les antiparticules. Donc, on voit d'ailleurs que cette classification-là permet aussi d'expliquer l'existence des différentes couleurs du quark, c'est-à-dire le charge correspondant à l'interaction nucléaire forte, entre autres. Donc, ce tableau-là, c'est vraiment une nouvelle manière de classifier les quarks et les leptons qui permet d'expliquer aussi l'existence des couleurs, c'est-à-dire les charges de l'interaction nucléaire forte, comme nous avons dit. Et en particulier, ce qui nous intéresse ici aussi, à part le fait que ce table, c'est vraiment correspond vraiment à une nouvelle approche parce que c'est basé sur la représentation spinorielle des transformations canoniques linéaires. C'est que nous avons en rouge les états qui correspondent à ce que nous pouvons considérer comme étant des neutrinos droitiers, c'est-à-dire des neutrinos stériles. Et on voit que les valeurs de I3, YW, qui pour ces particules-là, ils sont tout égales à 0. Donc, ça correspond vraiment à la définition de ce que nous appelons des neutrinos stériles. D'après le tableau précédent, donc la classification qui a été établie, qui était basée sur la représentation spinorielle des transformations canoniques linéaires, prédit l'existence de neutrinos stériles pour chaque saveur de neutrinos. Donc, ça prédit l'existence de 3 neutrinos stériles et aussi des antiparticules correspondants. Et les états correspondants à ces neutrinos stériles-là, ils peuvent être considérés comme états propres communs des opérateurs sigma mu, sigma et zmu plus zmu. Donc, les équations aux valeurs propres de ces opérateurs-là, ils sont donnés ici en détail. Donc, ça permet vraiment d'avoir une description, une nouvelle manière de décrire mathématiquement les états des neutrinos stériles. Et ça pourrait être le point de départ d'une étude plus approfondie encore, qui pourrait vraiment conduire à des résultats très intéressants pour la physique au-delà du modèle standard, puisque ces neutrinos stériles-là peuvent pas être décrits avec le modèle standard, mais ils peuvent être décrits avec cette approche que nous avons considérée ici. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que la représentation spinorielle du groupe de symétrie associé à un espace de phase quantique pour une signature un cadre de l'espace-temps prédit l'existence des neutrinos droitiers, neutrinos stériles et leurs antiparticules pour chaque génération de fermions, c'est-à-dire pour chaque saveur. Mais une question pourrait se poser, pourquoi ces signatures en 4? Donc la pertinence de ces signatures
Cela pourrait être éventuellement lié au fait que ça correspond à un espace de De Sitter, c'est-à-dire un vide avec une constante cosmologique positive qui est plus ou moins en accord avec le modèle standard de la cosmologie actuelle. Donc ce remarque-là nécessite encore aussi des études approfondies, mais cela pourrait être très intéressant de considérer une approche qui pourrait établir des liaisons explicites entre l'espace des phases et la cosmologie, l'espace des phases quantiques et la cosmologie. Et en effet, le concept d'espace des phases quantiques pourrait bien aussi aider à résoudre des problèmes ouverts en cosmologie, puisque la cosmologie et la physique des particules, c'est plus ou moins intimement lié. Et puis, comme il a été déjà suggéré tout à l'heure, le formalisme que nous avons décrit, le formalisme mathématique que nous avons décrit, qui est lié au concept d'espace de phase quantique et le groupe de symétrie associé, ça pourrait vraiment être exploité pour avoir une nouvelle cadre mathématique pour la description de la physique des neutrinos et d'une manière plus large pour la description d'une nouvelle physique, une physique au-delà du modèle standard, puisque ces groupes de symétrie-là aussi peut être considérés pour avoir une description unifiée des interactions, incluant les interactions nucléaires fortes et même la gravitation, puisque nous avons vu tout à l'heure que les groupes de la relativité, ça pourrait être inclus comme sous-groupe ou cas particulier des groupes de transformation canonique linéaire. Et si on exploite par exemple les théories de choses de gravitation, on peut avoir la théorie de l'interaction gravitationnelle. Et si on considère donc une théorie de jauge associée au groupe de symétrie d'un espace de phase quantique, une sorte de théorie de jauge, cette théorie pourra éventuellement décrire toutes les interactions. On a vu même dans le tableau tout à l'heure que l'existence des charges de couleur de quark, c'est aussi expliqué par la représentation spinorielle des groupes de transformation canonique linéaire. Donc, la symétrie de l'espace de phase quantique, ça pourrait permettre de surmonter le no-go-théorème de Coleman-Mandola, qui disait qu'on ne peut pas lier d'une manière non triviale les symétries de l'espace-temps et les symétries internes comme se correspondant aux charges de couleur et aux charges d'isospin faibles et hypercharges. Mais là, c'est pas des symétries d'espace-temps qu'on considère pour surmonter ce théorème, mais c'est plutôt vraiment la symétrie dans l'espace des phases qui est beaucoup plus générale, qui implique à la fois impulsion et position. Donc, les conditions de validité du théorème, de ce théorème Nogo ne s'appliquent éventuellement pas ici. Et là, nous voyons que ce qu'on appelle les charges internes, les couleurs, les isospines et toutes ces charges décrites dans le modèle standard, ça s'explique en fait par des représentations des transformations canoniques linéaires, c'est donc comme correspondant à des transformations dans l'espace des phases. Donc c'est vraiment le concept d'espace de phase quantique, ça pourrait vraiment être une nouvelle approche qui est aussi naturelle puisque ça vient de la recherche d'extension de la définition de l'espace des phases dans le cadre de la physique quantique. Donc ça pourrait vraiment offrir un nouvel cadre mathématique pour la formulation d'une nouvelle physique, de la nouvelle physique au-delà du modèle standard qui pourrait aboutir à la formulation aussi de la théorie unifiée des interactions fondamentales. Nous arrivons à la fin de la présentation, donc je vous remercie d'avoir suivi. Pour les références qui ont été utilisées pour cette présentation-là, pour
pour les formalismes liés au concept d'espace des phases quantiques, le groupe de symétrie, les représentations spinorielles. Ce sont les références 1, 2, 3 ici, les trois premières références. On peut avoir les détails plus de détails sur ce que nous avons discuté concernant l'espace des phases quantiques, les transformations canoniques linéaires, les présentations spinorielles et tout ce qui est décrit ici. On peut les voir en détail dans ces trois premières références. Le quatrième référence ainsi que le cinquième référence et le sixième référence aussi et le septième référence, ça parle des neutrinos stériles pour ceux qui veulent approfondir la chose. Puis la référence 8 aussi, ça parle des expériences LSNT et mini-bonnet qui est lié aussi aux anomalies des oscillations des neutrinos qui suggèrent éventuellement l'existence des neutrinos stériles. La référence 9, ça décrit la relativité restreinte de De Sitter qui a été discuté un peu dans la présentation en relation avec la signature 1.4. Puis les références 10 ou 11, ça parle du modèle standard de la physique des particules qui a aussi été considéré un peu dans le cadre de cette présentation.